Monsieur le Président, peu de gens connaissent la vie et l'histoire de ceux qui furent pendant près de 2 siècles esclaves sur les colonies françaises. Leurs origines, leur vie, leur lutte, leurs souffrances ont presque été effacées de l'histoire. Mais il subsiste ça et là dans des archives, nos archives. Je vous propose d'en consulter quelques-unes. La traite et l'esclavage ont été régis par des textes juridiques et transcrits dans des documents administratifs. La sécheresse de ces actes rend cette évocation presque insupportable, Monsieur le Président. Mais mieux qu'autre chose, ils disent de manière laconique l'organisation brutale et la logique comptable du système esclavagiste. Tout d'abord, un journal des routes, comme vous pouvez le voir, un extrait du journal de bord d'un vaisseau négrier parti de la côte du Mozambique vers les colonies des Caraïbes. Ce premier document, c'est la couverture d'un journal de bord, avec la première page où le capitaine récapitule sa mission au nom du roi. Et puis ici, sur le 3e document, toujours extrait du journal de bord, la liste des esclaves morts pendant la traversée. Chaque esclave est identifié par un numéro. En 30 jours de traversée, le capitaine décompte déjà 21 morts, presque un par jour. Le dernier document est le tableau fait par un capitaine où il donne les détails de sa cargaison des 200 esclaves. Comme vous pouvez le voir, 130 hommes adultes, 33 négrillons, 31 négresses, 6 négriers. Et puis ces 2 documents qui concernent la vente des esclaves. Le premier, c'est la liste des annonces faites dans un journal portant sur les bateaux au départ ou à l'arrivée, sur les offres de fret, les ventes de vin, ou cette vente au comptant ou en espèces ou en traite de nègres, négresses, mulâtresses et leurs enfants. Vous voyez qu'ils sont domestiques, perruquiers, cuisiniers, blanchisseuses, nourrices et couturières. On peut les vendre ensemble ou séparés. Et puis ici, une vente sur licitation sur 2 habitations sucreries en Martinique. La première de 284 hectares avec des cases à farine, des moulins, sucreries, étuves, 3 parcs et bien entendu une case cachot. Toujours une chambre de discipline. Monsieur le Président, cette autre série de documents nous apprend un peu plus sur la vie des esclaves dans les plantations. Un esclave sur 2 dans les colonies françaises est né dans une plantation. Après le décret abolissant l'esclavage, le 27 avril 1848, la situation change. Vous voyez ce registre de Fort-de-France en Martinique qui date du 24 mai 1848. 2 actes de naissance concernant 2 enfants d'esclaves à peine libres, 2 filles, chacune prénommée Marie par le propriétaire. Les 2 documents suivants, extraits de registres d'habitation, dressent l'inventaire des biens meubles. Les esclaves y sont classés par genre, les hommes d'abord, puis les femmes, puis les enfants, et par fonction. Ils travaillent aux champs, aux ateliers, aux moulins ou comme domestiques. Leur âge est signalé ainsi que leur origine. Créole, Monsieur le Président, signifie né dans l'île. Les autres sont dénommés Congo, Sénégalais, Ibo, Bambara, Mandarin. Aux côtés des esclaves, biens meubles sont dénombrés les animaux, mulets, bœufs, chevaux. Les 2 documents suivants sont extraits d'une déclaration de 1838 pour les contributions directes dues pour une sucrerie en Martinique. Les esclaves en âge de travailler faisaient l'objet d'une imposition. Pas les enfants de moins de 14 ans, et comme vous pouvez le voir, pour ne pas avoir à payer l'impôt le concernant, ce propriétaire signale même un esclave marron, c'est-à-dire en fuite. Et puis la 3e série de documents, qui est la partie officielle,
Cette partie, Monsieur le Président, c'est la liberté, l'abolition, bien entendu, et puis le marronnage. Un esclave pouvait partir marron pendant des jours ou des années. Certains esclaves marrons ont formé de véritables communautés. La communauté Bushilengue en Guyane, par exemple, ou encore d'autres esclaves à La Réunion, dans l'île Bourbon. Les peines reçues par le Code noir pour s'évader, c'est-à-dire pour marronner, étaient terribles. Le fouet, bien sûr, mais aussi oreilles ou jarrets coupés, le port journalier de chaînes et de boulets, et au prochain marronnage, la mort. Cette affiche placée à Cayenne, le 17 août 1832, dresse la liste des marrons arrêtés ou rentrés sur leur plantation. Voyez, Rongout est parti marron malgré un collier de fer et une chaîne au pied. Ce second document concerne l'île Bourbon, la Réunion, qui a gardé la mémoire du marronnage. Encore aujourd'hui, certaines montagnes de la Réunion portent le nom de chefs marrons. Simandef, Dimiti, Lamching, etc. Ce document de 1837 indique les primes promises aux chasseurs de nègres marrons par les propriétaires. La fin de l'esclavage, c'est l'accès à l'existence civile, à la reconnaissance de la dignité d'être humain. Notre dernière série de documents présente une série d'actes d'affranchissement et des registres d'état civil. Ces 2 pages concernent la commune du François, avec d'anciens esclaves qui ont entre 11 et 80 ans. Le dernier document, Monsieur le Président, comme vous pouvez le voir, est un des registres des nouveaux livres de Guyane. Sur cette page, un groupe d'esclaves reçoit le nom de Éboué. Ce sont les grands-parents directs d'un célèbre résistant de la Seconde Guerre mondiale, gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, Félix Éboué, qui repose aujourd'hui au Panthéon. Monsieur le Président, ce combat des esclaves pour la dignité, ce combat des esclaves dont la destinée devait être de ne laisser aucune trace dans l'histoire de l'humanité entre le passage de leur vie et de leur mort, ce combat a traversé les âges et a contribué, comme les autres luttes en France, à la réalisation de l'idéal de notre République. Merci.